Ok, c'est parti. Comme Data Studio avant, Optimize fait partie de la suite marketing de Google. Et comme Data Studio, une de ses grandes forces, ça va ? Une de ses grandes forces, c'est d'être intégré avec les autres outils. Ce n'est pas le meilleur outil d'A/B testing du marché, mais le fait qu'il soit intégré à tous les autres outils, ça lui donne quand même un sacré avantage et c'est drôlement intéressant. Et puis, c'est un outil qui est gratuit, donc forcément, il est encore plus intéressant et il est assez facile à prendre en main. Ça va être l'objet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, comme je disais, il va vous permettre de faire des tests sur vos pages, des tests ou des personnalisations. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez nouvelle. Donc, on va pouvoir tester et personnaliser des pages sans l'aide d'un développeur. C'est ça le mot-clé le plus important. Comment on fait pour squeezer le développeur quand on est dans une team marketing, pour pouvoir valider des hypothèses et ensuite aller voir le développeur ou le patron ou le manager et lui dire voilà, le site est verrouillé, c'est toujours compliqué de faire des modifications, à chaque fois c'est facturé, ça nous coûte cher, donc je sais que vous êtes frileux, mais regardez, j'ai fait un test et voilà les résultats. On a doublé le taux de conversion grâce à notre test. Est-ce que sur la base de ces données-là maintenant, vous voulez bien mandater l'équipe qui développe le site pour faire les modifications que je vous suggère? La plupart du temps, ça marche, je vous le garantis. Comme tout à l'heure, commençons par la vision globale. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est un workflow. D'accord? Le workflow, c'est on commence par faire différentes variantes. Donc, mettons que j'ai une page et que j'ai l'hypothèse que si je fais des modifications spécifiques sur cette page, on va réussir à augmenter un indicateur spécifique. Je donne un exemple pour être concret. Admettons que si j'ajoute des vidéos sur les fiches produits de mon site e-commerce, je vais augmenter le taux d'ajout au panier. Et à la fin du jour, le taux de conversion du site. C'est un pari, c'est une hypothèse, on n'en sait rien. Et ben on va pouvoir tester, ajouter de la vidéo. La moitié du trafic verra les pages produits avec la vidéo, l'autre moitié sans la vidéo. Puis on va pouvoir comparer un petit peu sur les deux populations les résultats finaux, le taux d'ajout au panier et le taux de conversion final. Donc pour ça, on commence par designer des variantes. Je prends ma page produit classique et puis j'ajoute, mettons, une vidéo à l'intérieur. Et puis ça me permet d'avoir voilà, l'original face à la version modifiée. Si j'ai envie d'avoir plusieurs variantes, je peux en faire plusieurs aussi. Je vais pouvoir mettre 3, 4, 5 variantes si j'ai envie. Mais plus vous mettez de variantes, plus vous avez besoin d'avoir du trafic et moins vous allez apprendre vite. Il faut recueillir les données, il faut le temps. Donc idéalement, si vous n'avez pas un trafic gigantesque, vous faites juste une variante pour pouvoir apprendre le plus vite possible. Ensuite, vous allez sélectionner des objectifs analytics comme les objectifs d'expérimentation. Alors, ça veut dire quoi? Puisque c'est un outil Google intégrable avec tous les autres outils Google, on va plugger Google Optimize à Google Analytics et on va modifier, faire une variante et lui dire les résultats, on va aller regarder les objectifs qui existent déjà dans l'Analytics. Donc, en fait, il n'y a rien à paramétrer supplémentaire. Ensuite, on va déterminer des ciblages d'audience. Donc, est-ce qu'on a envie que... Bonjour. La place... Ouais, il y a une place ici, si jamais. Merci, je suis désolée. Non, il n'y a pas de mal. Ça commence à 11h. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a envie que tous les gens qui voient la fiche produit soient confrontés au test? L'intégralité de mon trafic, 50% voit la vidéo, 50% ne la voit pas. Ou est-ce qu'on veut segmenter encore plus? Par exemple, est-ce qu'on veut uniquement faire ce test sur la population qui vient des campagnes publicitaires? C'est une possibilité. Vous voyez, par exemple, j'avais présenté un truc à Ecom en avril. Si on a le temps, je vous ferai voir à la fin. Ce n'est pas sûr qu'on ait le temps, donc je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais si on a le temps, je vous montrerai. Et j'avais ce cas-là spécifiquement.
un client qui est une agence immobilière, ils ont plusieurs agences, etc. C'est quand même une boîte d'une certaine taille. Et puis leur site web, il a été développé par les gens qui leur fournissent leur CRM. Donc en fait, ce n'est pas vraiment des gens qui font des sites web optimisés, mais du fait que tous les formulaires vont dans le CRM, c'est hyper pratique pour eux. Mais du coup, le site, on ne peut rien en faire, on ne peut rien modifier. Et donc, on a fait des expérimentations sans leur dire, parce qu'ils ne voulaient pas en entendre parler, parce que c'était compliqué de modifier, de toute façon, l'agence, ils ne veulent jamais, etc. Donc, on a fait des expérimentations sans leur dire, et on l'a fait uniquement sur les gens qui viennent de nos campagnes Google Ads. Comme ça, on s'est dit, bah, au pire, l'exécutif de l'entreprise, s'il va sur le site, il ne verra pas ma variante et il ne se posera pas de questions. Donc, on l'a fait dans un périmètre très petit. Et finalement, les résultats, ils étaient extraordinaires. On a doublé ou triplé le taux de prospects. Et puis ensuite, on a pris rendez-vous avec eux, puis on leur a montré. On leur a dit, écoutez, on s'est permis de faire une petite expérimentation juste dans un périmètre très réduit. Et voilà les résultats qu'on a eus. Ils nous ont remerciés, ils nous ont congédiés. Un mois plus tard, on avait un rendez-vous avec le patron et il nous a dit, OK, on va faire un nouveau site et on veut que vous soyez nos coachs pour s'assurer que le site soit bien fait d'un point de vue conversion. Donc vous voyez, on peut faire des tests en très petit périmètre, apprendre, même si on est dans l'adversité et qu'a priori personne ne veut rien changer, on va pouvoir prouver et ensuite obtenir ce qu'on veut grâce aux tests. On va pouvoir analyser les résultats, d'accord ? Une fois qu'on a mis en place la variante, qu'on a sélectionné les indicateurs sur lesquels on va juger du succès ou pas de l'expérimentation, qu'on a déterminé à qui on allait la montrer, au fur et à mesure, on pourra voir des résultats d'expérience et à la fin de l'expérience, on aura un rapport qui nous dit si on a un gagnant ou pas. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans le détail. Évidemment, là, je vous donne juste le cadre. Et puis, enfin, dernier point, une fois qu'on a un vainqueur par rapport à un test, on va être capable de le déployer et de faire en sorte que notre vainqueur soit la version titulaire de la page. Par exemple, si j'en reviens à mon histoire de vidéo sur la fiche produit, si ça a doublé le taux d'ajout au panier puis que ça a fait plus 50% sur les ventes, eh ben, on va pouvoir le déployer de manière permanente en attendant que le développeur il ait pu faire la version codée en dur. Donc ça fait un espèce de patch qui va nous permettre de ne pas perdre de performance en attendant que le développeur ou l'agence digitale elle ait créé la page victorieuse. D'accord ? Voilà un peu pour la vision globale. Est-ce que déjà par rapport à ça, vous avez des questions? Je prends ça pour un non. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce n'est pas la meilleure solution du marché. Il y a des solutions qui sont, à mon sens, bien meilleures. Mais le fait de pouvoir utiliser les données analytics et les objectifs qu'on a déjà mis, que tout soit intégré, ça c'est une force gigantesque. Au niveau personnalisation, putain, ça fait 5 fois, c'est pas grave. Au niveau personnalisation, on va pouvoir personnaliser sur la base de critères extrêmement avancés. Et en fait, la puissance des critères avancés, elle réside dans le fait qu'on peut segmenter en fonction de toutes les métriques de Google Analytics, mais aussi de certaines informations contenues dans le data layer de Google Tag Manager. Là, je vous ai sûrement perdu. Et je ne vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails. C'est des cas avancés. Mais globalement, Tag Manager, c'est quelque chose qu'on met sur un site et qui va permettre de traquer tout ce qui s'y passe. Et puis, Google Tag Manager nous met à disposition un truc qui s'appelle Data Layer, qu'on peut mettre sur toutes les pages avec des informations dynamiques sur les gens qui visitent. Pas d'informations personnelles, évidemment, c'est contraire aux règles du service. Mais on peut quand même mettre plein d'informations extrêmement contextuelles aux visiteurs. Et on va pouvoir déclencher une expérimentation sur la base d'informations qui sont dans ce Data Layer. Donc la puissance, elle est énorme. C'est un peu comme tout à l'heure pour Data Studio. Il n'y a quasiment aucune limite. Par exemple, quelqu'un vient d'une source spécifique et a vu un truc spécifique et a utilisé une fonctionnalité spécifique. Je lui colle un cookie spécifique par Google Tag Manager. Et ensuite, si la personne elle a ce cookie et qu'elle arrive sur une page que j'ai déterminée, elle est susceptible de voir mon expérimentation. Il n'y a aucune limite. Je fais ce que je veux. Bonjour. Et puis donc les intégrations, c'est vraiment intégrable avec tout. Je passe rapidement là-dessus.
Alors, on va passer un petit peu dans de la, comment dire, dans la partie démonstration. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore de compte sur Google Optimize et qui veulent faire ça maintenant, vous pouvez aller à cette adresse-là et vous arriverez sur une page qui ressemble à ça. Ensuite, évidemment, pour créer le compte, vous devez accepter, vous devez déterminer dans quel pays vous êtes, accepter les conditions générales de Google. Vous avez le choix de partager certaines données avec eux ou pas. Et puis, une fois que c'est fait, que vous avez validé tout ça, vous arrivez sur cet écran-là. OK, créer une expérimentation, la première expérimentation. Donc moi, j'en ai déjà quelques-unes, mais globalement, voilà, créer une expérience. On est à peu près au même endroit. Putain. Ils sont sympas à couper l'herbe. Donc on va créer une première expérimentation. L'idée de la formation, c'est de vous emmener et de créer la première expérimentation, de voir toutes les étapes, comment on fait, quelle est la logique, vous posez vos questions au fur et à mesure. Pour mettre en place cette première expérimentation, ça nous amènera aussi à comment on installe Google Optimize sur un site. Vous verrez, c'est pas sorcier. Et voilà. Donc créer une première expérience. Si je vous montre dans l'outil, on va naviguer comme tout à l'heure entre les slides et l'outil. Donc là, créer une première expérience. Vous voyez, j'arrive au même endroit. Donc évidemment, il faut que je donne un nom à l'expérience. Ok, comment tu vas l'appeler? Par exemple, une fois, j'avais fait un test pour alléger une page d'accueil. La page d'accueil du client, elle était très très lourde. Il y avait plein de choses inutiles, enfin inutiles d'après moi, sur sa page d'accueil. Et il y avait notamment des photos en haute définition, mais genre en très très haute définition. La page, elle faisait 20 mégas. Et le mec qui était sur son attel dans la rue, qui n'avait pas la 4G, il ne pouvait jamais voir la page. Impossible. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, OK, on va faire un test, parce que quand même, on paye pour amener des gens là-dessus, et on les envoie sur un truc qui ne s'affiche pas. C'est quand même dommage. Donc, j'ai fait un test, et j'ai dit, OK, je vais faire une home page allégée. Tout ce qui est inutile, tout ce qui est trop lourd, je le dégage. C'est ce que j'ai fait. Et les résultats, évidemment, sont sans appel. Le taux de rebond, il a baissé drastiquement. Le nombre de pages vues, il a augmenté, évidemment. Donc, l'expérience était un succès. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ça home page allégé. Voilà. Essayez de donner un nom qui soit à peu près qui soit cohérent et qui vous permette de comprendre l'expérience. Parce que quand vous en avez qu'une, c'est bien, mais quand vous commencez à en avoir beaucoup, c'est important d'avoir des noms qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Ensuite, il vous demande quelle est l'URL de la page que vous souhaitez utiliser. D'accord? Donc, ça va être la page sur laquelle vous allez vouloir faire des variantes. Mettons que vous voulez faire une variante sur une page produit, vous donnez l'URL de la page produit en question. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire toutes ces choses-là. D'accord? Alors, ces choses-là, c'est quoi? Revenons-en 2 secondes à la théorie. Le A/B testing. Vous allez pouvoir comparer 2 ou plusieurs variantes d'une page pour voir laquelle performe le mieux. A/B testing, c'est assez classique et tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Parfait. Test multivarié. Le test multivarié, lui, il va comment dire? Il va tester des combinaisons différentes. On va tester plusieurs combinaisons différentes d'une même page pour voir quelle combinaison est la meilleure. Enfin, le test de redirection. Donc là, c'est, admettons que je sois sur un parcours utilisateur. Je vais voir la page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Ça, c'est la chose normale. Peut-être qu'à un moment donné, à la page 2, j'ai envie qu'il voit la page 3 bis au lieu de voir la page 3. C'est ce qu'on appelle un test de redirection. Dans le fond, ça nous permet tout à peu près de faire la même chose. Mais voilà, il propose quand même ces 3 éléments-là. Et puis, il y en a un qui est apparu plus récemment. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Et là, finalement, c'est pas du test. On fait un changement, une personnalisation qui sera figée en fonction de certains critères. Par exemple,
Là, si on reprend l'exemple, si la personne elle est à New York, elle verra ça. Si la personne elle est à San Francisco, elle verra ça. Tous les gens de San Francisco verront celle-là. Tous les gens de New York verront celle-là. S'il est à Genève, s'il est à Lausanne, il ne verra pas la même chose. La pertinence, c'est souvent quelque chose sur lequel j'insiste. En fait, si on conceptualise, on remonte à 1 km de haut, on est vraiment d'un point de vue stratégique là, c'est quoi qui fait que on a des conversions sur un site? C'est quoi qui fait que les gens ils font les actions qu'on attend d'eux? Ben, c'est que c'est pertinent. Ils ont un besoin, on répond aux besoins, ils arrivent sur la page, ils savent qu'ils sont au bon endroit, ils ont compris, ok, ça c'est pour moi, et ils vont achever le parcours et réaliser l'action. La pertinence, c'est la clé. Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Si je suis à Genève et que, par exemple, j'ai un éclat sur mon pare-brise. Je dis ça parce que j'ai un client qui fait ça. Et j'arrive sur un site où on me dit « J'interviens dans toute la Suisse ». Bon, c'est pas mal, j'interviens dans toute la Suisse, c'est quand même assez pertinent. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis à Genève et qu'on me dit « J'interviens à Genève sous 24 heures » Eh bien, ce sera plus pertinent. Juste ça, ce sera plus pertinent. Et les gens, vous vous rendez compte ensuite en analysant les données, que rien qu'en étant plus pertinent, le taux de rebond il a baissé, le taux de conversion il a augmenté. La pertinence, c'est la clé. La plupart du temps, on l'a tous vécu et on le vivra encore longtemps, malheureusement. Vous allez sur Google, vous cliquez sur un lien, vous avez fait une recherche, ça vous propose des résultats, vous cliquez sur un lien, le titre, il vous a vendu du rêve. Vous dites, waouh, c'est vraiment ce que je cherchais, vous arrivez sur la page et là, bah non, déçu, déception. Du coup, vous revenez en arrière pour vous essayer un autre résultat. C'est ça la pertinence. Entre la personne qu'on cible, le message qu'on lui donne, la promesse qu'on lui fait avant qu'il clique et qu'il vienne chez nous, et ce qu'il va trouver à l'arrivée. La pertinence, c'est la clé pour optimiser les résultats d'un site web et avoir plus de conversions. La personnalisation, c'est un moyen efficace de pouvoir augmenter la pertinence facilement, sans l'aide d'un développeur. Encore une fois. Les développeurs, ils ne sont pas bons à jeter à la poubelle. Hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est juste que les développeurs, nous au marketing, la plupart du temps, on veut aller plus vite en fait. Eux, ça doit être processisé, etc. Parfois, c'est externalisé, donc ça coûte cher. Tout ça, c'est normal, hein, ce n'est pas une critique. Mais nous, au marketing, on doit aller plus vite que ça. Et pour aller plus vite, on peut utiliser un outil comme celui-là. Je vais retenter de le brancher. Oula. Ok. On en revient à la création de l'expérience. Donc là, je vais repasser en mode démo plutôt. Donc, j'en sais rien. Alors, je fais quelque chose que je vous ai dit de ne pas faire. Je donne un titre qui a ni queue ni tête, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Vous serez meilleur élève que moi et vous mettrez des titres qui ont du sens, n'est-ce pas? On va faire un A/B test. Voilà, donc là, on arrive dans le processus de mise en place d'un test. On va suivre ces étapes-là, d'accord? Et on va les suivre les unes après les autres. Avant, le workflow pour créer une expérience, il était beaucoup moins intuitif. Ils l'ont changé il n'y a pas longtemps. Là, ça devient vraiment facile, je trouve. Alors, on va commencer par ajouter une variante, d'accord? Donc, rappelez-vous, on a créé une expérience, on lui a donné un nom, puis on a déterminé la page qu'on va vouloir modifier. Donc maintenant, l'étape suivante, logique, c'est de créer une variante. Donc là, c'est pareil, vous serez meilleur que moi, puis vous mettrez un nom de variante qui est plus parlant. Donc là, il me dit, OK, la variante d'origine, bah, c'est la page que j'ai définie. Okay, si je veux, je peux l'afficher, mais si je n'ai pas envie de l'afficher, bah, c'est pas la peine. Et par contre, là où ça devient intéressant, c'est on a une variante. Donc pour l'instant, on a 0 modification, c'est-à-dire que cette page-là, c'est la même que celle-là. Mais on va aller la modifier, puis on verra le nombre de modifications qu'on a fait, et on se retrouvera avec 2 pages qui se ressemblent, mais qui ne sont plus les mêmes. La variante, d'accord? Donc, modifier. Alors, ok, ouais, trop tard. Bon, c'est pas grave. Donc, admettons, j'en sais rien. Juste pour la forme, on s'en fout, c'est pour que vous compreniez le principe. On va pouvoir
sélectionner les différents éléments, des blocs de texte, des boutons, des blocs complets, d'accord? Ça, c'est un bloc complet, le bloc blanc. Ça, c'est un bloc complet, le bloc gris ici. Et on va pouvoir modifier l'élément. Ici, on a une interface qui va nous permettre de faire des modifications. Alors, il y a un truc sur lequel je vais être clair dès maintenant. Google Optimize, ce n'est pas un outil de création. Et il est plutôt très mauvais pour ça. C'est-à-dire que pour supprimer des éléments d'une page, c'est top. Pour modifier des éléments d'une page, c'est top. Pour rajouter des éléments sur une page, c'est la galère. Je préfère vous le dire. Après, je leur envoie des formulaires régulièrement. Ils nous demandent si on peut proposer des améliorations du produit. Il faudrait qu'ils intègrent un espèce de builder. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'utilise beaucoup Unbounce. Unbounce, c'est un système qui permet de créer des landing pages et de faire, enfin c'est du Photoshop web. C'est un truc de fou, on fait des trucs ultra efficaces en 5 minutes, ou presque. Lui, Optimize, il n'est pas bon pour créer. Alors prenez-le pour ce qu'il est bon. Modifier, supprimer, mais ajouter, ça devient vite la galère. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est plus galère. Donc on va pouvoir modifier un élément. On peut modifier le texte, le code HTML. On peut même rajouter du JavaScript. Pour ceux qui sont un peu tech, là, éventuellement dans la salle, le JavaScript, c'est extrêmement puissant. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ce truc-là. Donc on a la capacité d'ajouter du JavaScript. La plupart du temps, ce qu'on fera, c'est qu'on modifiera le texte. Donc là, je lui ai dit modifier le texte. Et puis il ne se passe rien, évidemment. Ok, pourquoi? Ça, c'est pour n'importe quel site, même si c'est pas le vôtre. Non, on est obligé. C'est forcément le nôtre, en fait. C'est forcément le nôtre, parce que pour pouvoir faire ces modifications-là et qu'elles soient effectives, il faut qu'il y ait un code spécifique sur notre site, avec un identifiant bien spécifique qui correspond à cette interface-là. Donc, tout le monde ne peut pas faire ça sur le site de n'importe qui. On peut faire ça uniquement sur notre site parce qu'on a installé un code spécifique. C'est quelque chose qu'on verra à la fin parce que dans leur nouveau workflow, c'est quelque chose qu'on voit à la fin. Mais on verra aussi comment on installe et comment on met en place. Donc, encore une fois, c'est vraiment juste pour l'exemple, hein, que vous compreniez comment ça marche. Vous voyez, j'ai pris un élément et puis j'ai dit à Genève. Voilà. Après, on peut modifier tout un tas de choses. Je pourrais prendre cette image et la modifier par une autre image. Je pourrais modifier le numéro de téléphone. Vous voyez, par exemple, si le client ou la personne qui visite mon site, elle est en France, j'ai aussi un attel français, bah, je mettrai un numéro de téléphone français. Ça paraît évident. Et puis, je dirais que je suis un mec en France. Voilà. Donc, on va pouvoir plus ou moins designer et modifier ce qu'on a envie. Vous voyez, par exemple, si j'ai envie de tester ça. Alors, je ne suis pas sûr qu'il m'a pris la bonne div. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait pris la bonne div. On va essayer. Non, c'était pas celle-là. Donc là, vous voyez aussi un petit peu les limites de cet outil. C'est qu'on va commencer à devoir aller fouiller un peu dans le HTML, dans les textes. Voilà. Ce que j'ai fait, ça ressemble à rien. Mais c'est encore une fois, c'est du test. On peut revenir en arrière et modifier différemment. Là, si je reviens en arrière, c'est revenu. Vous voyez ? Pareil, mais dans l'idée, ce que je me disais, c'est OK, comment je fais pour supprimer ce bloc-là? Parce que peut-être que ce bloc-là, il n'apporte rien. J'en sais rien. Ça peut être une hypothèse comme une autre. Donc, supprimer, modifier, remplacer des images, etc., sans problème. Est-ce que c'est obligatoire à utiliser le what you see is what you get, ou on peut créer déjà deux pages à la source, à page A, à page B, et puis les mettre toutes en page A? Alors, c'est une bonne question. En théorie, tu dois être capable de faire ce que tu dis, de prendre tout le HTML et puis de remplacer le HTML existant de toute la page pour mettre ton HTML à toi. Mais je ne l'ai jamais fait. Du coup, je ne suis pas sûr. Mais je ne vois pas de contre-indication puisqu'on peut modifier le HTML. Il suffit juste de prendre le nœud le plus important de ta page et de remplacer tout le HTML. PHP, je crois que sur notre site, c'est PHP, ça ne marche
pas alors. Si c'est H. Alors, voilà, c'est intéressant. Vous m'amenez là où j'aurais été après, mais peu importe. Dès lors qu'il y a du langage qui est dynamique, PHP, JavaScript, etc., c'est dangereux de faire comme tu dis, à moins de bien s'assurer que les scripts, etc., c'est quand même mieux de passer par leur éditeur pour modifier les choses. C'est quand même mieux. Parce que du coup, tout ce qui est dynamique dans la page restera dynamique en fait. Lui, c'est juste une surcouche qui va comprendre qu'il faut modifier ce titre-là ou supprimer ce bloc-là, mais tout ce qu'il y a sous le capot de dynamique restera et fonctionnera toujours. Alors que si on insère complètement tout du HTML nouveau, c'est pas sûr. C'est ça le risque aussi. Est-ce que vous avez compris le principe? Je prends une page, voilà, je sélectionne un élément, je peux modifier l'élément de plusieurs manières. C'est relativement simple, d'accord? Et puis ensuite, ici, on a un système de vue. Donc là, lui, il monitore toutes les modifications que j'ai faites. Avec ces flèches-là, comme vous l'avez vu, je peux revenir en arrière très facilement ou retourner en avant. Donc, faire, défaire sans problème. On a la possibilité de voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur un écran ordinateur, mais on a la possibilité aussi de le voir sous forme responsive ou de le voir pour certains appareils, s'il veut bien. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, normalement, c'est censé marcher. Hein. Tu crois? Alors. Ok. Et si maintenant je... Ouais, bravo. Donc il fallait enregistrer la variante d'abord pour pouvoir voir ensuite ce que ça donne sur les autres appareils. Donc on peut voir sur différents formats téléphoniques les plus répandus, et puis on peut aussi avoir un système de responsive où on va pouvoir étirer. Voilà, on va pouvoir étirer et voir le comportement multi-appareil pour être sûr que la variante qu'on a designée, elle soit compatible avec tous les appareils. D'accord? Bon, je pense que j'en ai assez fait pour l'éditeur visuel. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment modifier, supprimer, remplacer, ça le fait à peu près. Surtout supprimer, c'est à la limite ce qu'il y a de plus facile. Par contre, ajouter, c'est compliqué. Voilà, ajouter, c'est compliqué, c'est pas forcément le meilleur outil pour ça. Ensuite, prochaine étape. Il nous a demandé au début quelle page on voulait cibler. D'accord? Moi, je lui ai donné ma page d'accueil. Ok. Donc, c'est-à-dire que quand l'URL c'est l'adresse internet, hein, pour ceux qui ne savent pas éventuellement. Quand l'URL est égale à brunoguillot.com, alors l'expérimentation va avoir lieu. D'accord? C'est des choses qu'on va pouvoir modifier ou enrichir. Je vous explique l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de modifier d'un seul coup toutes les fiches produits de mon site e-commerce? Je ne vais pas faire une expérimentation par URL. La fiche produit du produit 1, la fiche produit du produit 2, on devient fou. Donc il faut trouver un moyen de faire de la personnalisation de la variante en masse. D'accord? Et en fait, le moyen, il est là. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire que quand l'URL, je peux utiliser une regex ou alors commence par exemple, monsite.com/product/. Vous voyez, ça, c'est souvent une structure qu'on va avoir dans des sites e-commerce. Et du coup, on va appliquer une modification à toutes les fiches produits d'un coup. Le revers de la médaille par rapport à ça, c'est que si vous voulez faire une personnalisation de tout plein de pages d'un seul coup, vous allez pouvoir ne modifier que les choses qui sont le template de ces pages. Si vous modifiez du contenu qui est chargé dynamiquement de la base de données, chaque page est unique. Pour le produit 1, il y a les informations du produit 1. Pour le produit 2, il y a des informations du produit 2. Mais c'est un peu le même système que Data Studio. Les fiches produits sur un site e-commerce, c'est des templates. Elles sont toutes les mêmes. Il y a juste les données à l'intérieur qui viennent s'intégrer. Si vous voulez, vous pouvez modifier le template et le faire pour toutes les pages, toutes les fiches de vente d'un seul coup. La condition pour faire ça, c'est simplement de définir une règle d'URL qui soit générique plutôt que spécifique.
Plutôt que de dire monsite.com product slash le nom de mon produit, où là, ça s'appliquera qu'à une seule fiche produit, vous mettez en place une règle d'URL où vous dites, bah voilà, je veux modifier toutes les pages qui contiennent monsite.com slash product. C'est une utilisation qui est déjà un peu avancée. Je ne veux pas vous perdre trop avec ça. On va continuer à avancer. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires par rapport à ça? Après, encore une fois, c'est souvent quelque chose que je dis ici. Dans ce format de cours, je veux dire, on a 1h30, je ne peux pas vous apprendre tout, c'est clair. Mais par contre, mon job, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner une vision globale de tout. Et puis, il y a des éléments sur lesquels on passe rapidement, et vous pouvez, sans autre, aller chercher sur le net de la source d'informations supplémentaires pour pouvoir creuser et aller plus loin dans ce domaine-là. Donc si ça vous intéresse, et c'est une utilisation avancée mais qui est nécessaire, on ne va pas aller faire des tests sur des pages éparses. La plupart du temps, on veut changer les templates et faire des tests à grande échelle pour apprendre plus vite, avoir des données plus rapidement. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous enquêtiez. Pour l'expérience là, on part juste sur le principe que j'ai envie de modifier ma page d'accueil et que donc j'ai mis une URL spécifique. Ensuite, les audiences ciblées. Vous vous rappelez? Là, en fait, j'ai dit quoi? J'ai dit, OK, quand les gens vont voir cette page-là, ma page d'accueil, ils sont susceptibles de voir soit celle d'origine, soit celle que j'ai modifiée, ou l'une ou l'autre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici, dans l'audience? Eh bien, on va dire, est-ce qu'on a envie de le réduire à un segment spécifique de population? Est-ce que finalement, j'ai envie que tout le monde, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, quel appareil, etc., ils voient soit l'une, soit l'autre? Ou est-ce que j'ai envie de dire, ben non, uniquement les gens qui viennent de Google Ads ou de Facebook ou de peu importe verront mon expérimentation à 50-50. Donc on a la possibilité de réduire l'échantillon des gens à qui on va montrer. La réciproque de ce truc-là, c'est que plus on réduit, moins on va avoir de données. D'accord? Pour avoir des tests qui sont valides, il faut avoir beaucoup de données quand même. On ne peut pas prendre des décisions sur 10 clics pour une variante et 10 clics pour l'autre. On a besoin d'avoir plus de données que ça. Donc plus vous réduisez, moins vous aurez de volume. Plus vous avez du trafic sur votre site, plus vous aurez la capacité de faire des segmentations et ça aura du sens. Si vous n'avez pas beaucoup de trafic, il faudra vous contenter la plupart du temps de faire des trucs pour tout le monde. Mais c'est déjà mieux que rien. Donc qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de personnaliser et de réduire? Donc je viens sur le bouton, là, personnaliser. Et là, Google me propose plusieurs choses. Alors vous vous rappelez, la grande force de ce truc-là, c'est d'être intégré avec les autres produits Google. Donc si j'ai associé des comptes Google Ads avec mon compte Google Optimize, ça se fait très simplement. Très simplement, vous tapez ça sur Google, vous suivez les 3 étapes et voilà, vous avez associé votre compte. Je ne passe pas de temps à vous montrer, mais c'est très simple, difficile de faire plus simple. Donc on peut avoir des règles en fonction de Google Ads, par exemple, si les gens viennent de ce compte Google Ads, de cette campagne spécifiquement, alors ils verront mon test. Vous voyez, c'est une des choses qu'on peut faire. Ensuite, Audience Analytics. Alors, Audience Analytics, c'est juste pour 360. C'est vrai qu'on ne peut pas, sur la base d'Audience Analytics, on ne peut pas faire des expériences si on n'a pas la bécane payante. D'accord? Mais, en vérité, avec tout ce qu'on a là, on peut faire pareil. Donc, on s'en fout. Mais c'est égal. Catégorie d'appareils, d'accord? Est-ce que j'ai envie de faire une expérimentation uniquement pour les gens qui arrivent sur ma page d'accueil et qui sont sur mobile? Est-ce que je veux faire ça par rapport à des comportements? Je veux montrer, j'en sais rien, un truc spécifique aux gens qui sont restés déjà depuis 10 minutes sur le site. Par exemple, je peux tout à fait, j'en sais rien, j'en sais rien. Zone géographique, bah, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que si la personne elle est à Genève, j'ai envie de lui montrer la même chose que si elle est à Lausanne ou que si elle est en France? Technologie. Technologie. Alors on doit avoir les navigateurs, puis on doit peut-être aussi avoir des systèmes d'exploitation. Est-ce que j'ai envie de montrer le même prix aux gens qui viennent depuis un Apple ou aux gens qui viennent depuis un Android? S'il vient depuis Apple, je vais lui montrer un prix qui a plus 20%. C'est ce qu'ils font chez Amazon et chez plein d'autres.
C'est un peu des enfoirés quand même. Bref, c'est le business, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc on est capable de faire ça. On est capable de dire, ok, je mets en place une expérience sur une page spécifique ou sur tout un tas de pages, et puis je vais montrer ça uniquement à des gens qui viennent depuis un iPhone, d'accord? Ou depuis Safari, ou depuis ce qu'on a envie. Excusez-moi. Oui? Par rapport à ces différentes catégories qu'on peut faire, typiquement la géographie, pour un client, en fait, on avait fait ce que je vous disais avant, c'est que par exemple, s'il venait de Lausanne, il avait une home page avec, par exemple, les boutiques de Lausanne, s'il venait de Genève, il avait les boutiques de Genève, etc. Ouais. En fait, le service juridique nous ont fait tirer le système, parce qu'ils disaient que tant que la personne n'avait pas accepté préalablement les conditions, par exemple, RGPD, Ouais. on n'avait pas le droit de les géolocaliser. C'est litigieux et je suis pas sûr qu'ils aient raison. Parce que, ouais, honnêtement, alors je suis pas avocat et tout ce que je vais dire ici, c'est ma responsabilité et ça remplace pas le conseil d'un avocat, ça c'est fait. Je connais bien la question du RGPD. A priori, le fait de savoir d'où les gens viennent, il n'y a pas de données personnelles, enfin, il n'y a rien juridiquement parlant qui dise qu'on n'ait pas le droit d'exploiter cette information en fait. Donc, pour moi, on peut, sans autre. Mais après, encore une fois, ça c'est mon avis à moi. Moi, j'ai une solution RGPD, et par exemple, si les gens sont aux États-Unis, elle n'est pas déployée. Donc je commence par regarder d'où viennent les gens. Après, évidemment, j'en parlais à un copain, il me disait « Ouais, mais bon, quand même, imagine que le mec, il a un VPN et puis qu'en fait, il est en Suisse, mais il est localisé aux États-Unis, ton système, il n'est pas parfait. » Je disais « Oui, non, mon système, il n'est pas parfait, mais je l'ai expliqué au client, il a pris la décision. » Voilà. Mais en tout cas, la géolocalisation, il n'y a pas de problème avec ça. Tant qu'il n'y a pas de cookies, d'informations personnelles, etc., pour moi, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, il faut consulter un avocat pour être sûr. Oui? Oui, justement à ce sujet-là, est-ce qu'il faudra donc, juste pour la géolocalisation, ajouter un cookie juste pour dire qu'on fait la géolocalisation? Parce que GDPR, oui, on a ça, mais... C'est hors du scope de tout ça. Mais en l'occurrence, ce que je fais, moi, c'est que je demande l'acceptation de l'utilisation de ce truc-là, en fait. J'ai une liste... Voilà, je crois que je peux vous faire voir. J'ai vu qu'elle était activée. Non, bah, elle n'est pas activée ici. Ouais. Mais en fait, j'ai une pop-up qui dit « Ok, est-ce que vous êtes OK est-ce que vous êtes OK pour les données? Sinon, si vous ne voulez pas accepter tout, allez regarder le détail. On clique sur le détail, puis là, on voit la liste des trucs que j'utilise et les gens peuvent accepter ou refuser. Et c'est vrai que par défaut, si tout n'est pas accepté ou ce truc spécifique n'est pas accepté, je ne le déclenche pas. Parce que, et là, c'est une autre question pour en revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, ce n'est pas lié à la géolocalisation, mais c'est lié au fait que ça nécessite un cookie. D'accord? Et par contre, pour l'utilisation de cookies non essentiels, ce n'est pas essentiel de faire ça, même si c'est essentiel, mais en tout cas pour le client final, celui qui vient sur le site. Donc ça, c'est soumis à validation, consentement. Voilà. Fin de la parenthèse RGPD. Ouais, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pendant qu'on y est? Non. Est-ce que vous dormez? Non. Très bien. Ok. On a fait le tour là des choses simples. Il y a des choses plus avancées. Je vais passer assez rapidement parce que là, je vais perdre tout le monde. Mais globalement, voilà, tout ce qui est JavaScript, on a des possibilités infinies. Cookies propriétaires, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec Tag Manager. Selon certaines choses qui ont été faites, on va pouvoir déposer un cookie sur le navigateur d'un utilisateur. Et puis quand il arrive quelques pages plus loin, si le cookie est présent, alors il verra mon expérimentation. C'est notamment par ce système-là qu'on est capable de remplacer à quelque chose près les audiences qui sont que pour les gens qui payent. Variable de couche de données, c'est ce que j'expliquais. La couche de données, c'est le data layer de GTM. Et puis il y a celui-là, à la limite, qui est un peu facile et que je peux vous expliquer vite fait, c'est le paramètre de requête. Par exemple, imaginons que j'ai envie de montrer ça uniquement aux gens qui viennent des publicités Facebook payantes. Bah, je pourrais dire, s'il vient d'une pub Facebook payante, il a forcément une URL qui contient FBID égal. C'est ce qui permet à Facebook d'identifier. Ils ont un identifiant publicitaire pour les clics sur les annonces.
Donc je pourrais dire, ok, bah, s'il y a un Facebook ID égal dans mon URL, alors tu déclenches mon expérimentation. C'est un moyen rapide de déclencher à tous ceux qui viennent de Facebook payant. Bah, pour la petite histoire. Oui. On peut faire sur une audience de retargeting? Alors, oui, mais on peut faire sur une audience de retargeting au sens propre si on a Analytics 360. Et si on n'a pas Analytics 360, on peut le faire par des moyens détournés. C'est pas si facile, c'est un peu plus tech, mais on arrive au même résultat, par le biais d'un cookie ou par le biais de, voilà, de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place quand même. Mais en théorie, oui. L'idée, c'est tu poses un cookie spécifique sur le navigateur de tous les visiteurs, un cookie tout bête dans lequel il n'y a rien, juste mettons un 1, tu vois, c'est juste histoire de dire qu'il y a ce cookie. Et puis ensuite, tu vas déclencher ton expérimentation pour tous ceux qui ont le cookie, par exemple. Ou tu peux même faire une incrémentation. La première fois qu'ils visitent, il y a 1 dans le cookie, puis la deuxième fois, il y aura 2, et puis tu vas montrer ton expérience pour tous les gens qui ont ce cookie supérieur à 2. On est capable de faire ça. Oui, c'est juste une question. En fait, quand on cible une audience, elle va être soumise du coup aux 2 pages. Elle ne va pas être soumise que à la délégation. Oui. On définit l'audience qui va voir le test, mais elle va voir l'un ou l'autre. Et en fait, c'est ce que je vous montre juste après. On peut même déterminer, par défaut c'est 50-50, mais on peut tout à fait dire 80-20. Si on veut être conservateur et se dire ça marche déjà bien, on veut juste tester pour voir si on ne peut pas faire mieux, mais on n'est pas sûr. Pour limiter les risques, on peut même faire 90 par exemple. Ok, alors, ajouter une description. Alors, c'est plus qu'une description. Pour moi, je dirais ajouter une hypothèse. Alors, je crois que j'avais fait ça à peu près bien ici. Ah, mais si, je suis sûr que je l'avais fait bien. Comme on ne suit pas les slides, vous voyez. Ah, voilà, il est là. Hypothèse. Personnaliser la page d'accueil en faisant référence à la ville du visiteur permettra d'augmenter la pertinence et donc devrait diminuer le taux de rebond et augmenter le temps passé sur le site et le nombre de pages vues. C'est important de mettre des hypothèses qui soient précises comme ça et qui expliquent à la fois ce qu'on va modifier et les résultats qu'on attend, ou en tout cas quitte à, comment dire, les indicateurs qu'on va regarder, parce que vous mettez ça en place aujourd'hui, mais quand vous revenez dans 2 mois, vous ne vous souvenez plus. Ça, c'est véridique. Même si vous pensez avoir une mémoire d'éléphant, je vous garantis que non. Donc, avoir une description et une hypothèse qui soient très très claires, ça permet de se rappeler facilement. Et vous verrez, une fois que vous utiliserez ça et que vous ferez des expérimentations régulières, que ça a vraiment de l'importance. Ce n'est pas qu'un détail. J'en étais où? Donc j'en étais à la description. Alors ça, j'en parle brièvement. Je ne l'ai pas testé encore, c'est tout nouveau. Ajouter une page, effectuer différentes modifications sur plusieurs pages, par exemple un processus ou un entonnoir de conversion. Alors ça, c'est excellent. Ce que j'en comprends, encore une fois, je ne l'ai pas testé, mais ça me paraît logique et évident, puis je commence à connaître leur logique, c'est que finalement, on va designer une variante, d'accord? Donc là, on a 2 pages différentes, et genre, si le mec, il a vu la page modifiée, la page d'après, on peut l'avoir modifiée aussi. C'est la même que celui qui verrait en bas, mais c'est une variante elle aussi. Et ça permet de faire des expérimentations qui vont se suivre de page en page. C'est très prometteur, j'ai hâte de l'essayer. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mais globalement, voilà, si on clique là-dessus, ça revient à donner une 2e page, et puis ça va rajouter le même bloc qu'on a au-dessus avec designer une variante, etc. D'accord ? Donc on va commencer à pouvoir faire des expérimentations de funnels et non plus de pages. On va pouvoir tester des entonnoirs complets au lieu de tester une seule page. Ça commence à vraiment devenir intéressant. On pouvait déjà le faire avant, mais le problème, c'est que les gens étaient susceptibles de voir une ou 2 variantes ici, puis il n'y avait pas de suivi. À la page d'après, ils pourraient voir une ou autre variante. Donc en fait, ça croisait dans tous les sens et ce n'était pas statistiquement fiable. Avec ça, on va pouvoir s'assurer que celui qui a vu la variante là, il verra la variante après. Et on en est sûr. D'accord ? Ensuite,
Alors là, je vais juste repasser sur les slides parce qu'évidemment, le mien, il est déjà renseigné. Ensuite, quand on en est à la première expérimentation, d'accord, on a pour l'instant l'analytics qui n'est pas associé à Optimize. Et vous vous rappelez, l'analytics doit absolument être associé à Optimize. Pourquoi ? Parce qu'on va juger nos expérimentations sur la base des indicateurs existants dans l'analytics. Donc c'est important que ce soit lié, sinon ça ne marche pas. Donc il suffit d'aller sur associé à l'analytics. Une fois qu'on a associé, voilà, du coup je peux repasser là. Donc en fait, quand on dit associé, il vous ouvre un truc sur le côté comme ça, puis il va vous donner la liste de tous les comptes Google Analytics qui sont enregistrés sur l'email que vous avez pour ce compte-là. D'accord ? Moi, c'est bruno@gmail.com, j'ai tous mes comptes analytiques, etc. Il me mettrait la liste de tous les comptes analytics et je pourrais du coup rattacher. On sélectionne dans la liste, c'est facile. Ensuite, il nous confirme que c'est associé, ok, telle propriété, telle vue, et puis il donne un identifiant pour le test. Objectif. Donc, j'essaie de reprendre à chaque fois pour raccrocher bien les wagons. On a déterminé des variantes. On a déterminé à qui on allait les montrer. On a émis une hypothèse. On a modifié ça parce qu'on pense que ça. Et on va juger que c'est vrai ou que c'est pas vrai en regardant ces indicateurs. Donc c'est le moment où on va dire c'est quoi les indicateurs en question. D'accord ? Donc je clique là-dessus et puis il me dit ok, choisis dans la liste. Donc la liste c'est quoi ? C'est les objectifs du compte Analytics que j'ai liés, les objectifs de conversion. Donc si je clique là-dessus et que je vais regarder, il va me proposer par défaut, même si j'avais renseigné aucun objectif, il me propose toujours ces trois-là. Hein, c'est des trucs prédéfinis système. Et puis ensuite, tous les objectifs que j'ai déterminés dans mon Analytics sont accessibles ici. Et c'est-à-dire que je vais juger du succès ou non de mon expérimentation par rapport à un des indicateurs là. Ça va ? C'est logique et cohérent, tout va bien ? Je vois des gens qui dorment. J'ai une petite question. Je viens de Link Analytics au compte et Oui. puis on me donne un snippet en sorte de code pour mettre sur le site. Est-ce qu'il faut faire tout bien pour bien avoir une coup des... On y vient juste après. On y vient juste après. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que pour faire ces slides, j'ai fait ça hier soir un peu tard, j'ai utilisé un compte Google sur lequel je n'avais pas d'accès. Et je n'ai pas été jusqu'à associer l'analytics. En fait, j'ai navigué entre ce compte où il n'y avait rien pour faire les bons screenshots et puis le compte où j'avais déjà des trucs. Et j'ai jamais vu, en fait, à aucun moment, le snippet quand il me le donnait. Et c'est pour ça que moi, je l'ai mis à la fin de la présentation en me disant leur nouveau workflow, il est bizarre. L'installation, elle se fait à la fin. Mais en fait, non. Au moment où on fait donc du coup l'association, c'est à ce moment-là où il nous propose d'installer sur notre site. On voit ça juste après. Ça ne change rien. Merci. Et puis, juste un détail, on a la possibilité aussi de créer des objectifs personnalisés, notamment si vous avez des événements dans Google Analytics, des événements pour lesquels vous n'auriez pas créé des objectifs. En fait, des événements, c'est des actions spécifiques qu'on va traquer et qu'on va envoyer chez Analytics. Par exemple, la personne, elle a lu la vidéo. Par exemple, la personne, elle a téléchargé une brochure. Par exemple, elle a vu la page en entier. Par exemple, j'en sais rien. Il y a plein d'exemples possibles d'interactions que les gens vont avoir avec le site et qu'on est susceptible de traquer. Mais toutes ne sont pas forcément des objectifs. Est-ce que le fait que la personne ait vu la page en entier, j'ai envie d'en faire un objectif, ça peut se défendre, mais ça peut très bien ne pas se défendre aussi. Donc finalement, on va se retrouver pas mal de fois avec un Analytics qui a pas mal d'événements qui remontent à l'intérieur, mais il y a des événements qui ne sont pas des objectifs. Donc on ne peut pas les prendre dans la liste d'avant. C'est là où je veux en venir. Mais on va pouvoir les récupérer ici, au pire. Voilà. Et puis enfin, on en arrive donc au paramétrage. Donc là, on va exécuter les diagnostics. C'est là où il va aller sur la page de destination et vérifier si le code il est installé ou pas. Et si donc on peut lancer l'expérimentation, parce qu'en fait, il y a vraiment deux endroits, d'accord ? Il y a d'un côté l'interface dans laquelle on vient de paramétrer tout ça, le compte Google Optimize dans lequel on a fait le travail. Et d'un autre côté, il y a un code qu'il faut rajouter sur le site.
Si vous n'avez pas le code sur le site et que vous faites ça dans Optimize, votre expérimentation, vous ne pouvez pas la lancer, ce n'est pas possible. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la confidentialité, etc. Et le fait de s'assurer que c'est le propriétaire du site qui fait une expérimentation, ils sont obligés d'avoir la double vérification, évidemment. Alors, je vais reprendre les slides juste pour m'assurer de savoir où on en est. Tac, tac, tac. Voilà, on en est là. Donc pour installer Optimize sur votre site, il y a plusieurs solutions. Il y en a deux en fait, 2 ou 3. La première, c'est ce que Google recommande. C'est pas ce que moi je recommande, mais c'est ce que Google recommande. C'est de l'installer en modifiant le code analytics sur votre site. Alors je vais essayer de prendre un tout petit peu de recul puis vous donner du contexte. Pour installer Google Analytics sur un site web, vous savez ou vous ne savez pas qu'en fait, il faut copier-coller un code que Google Analytics nous donne et il faut l'insérer sur son site. D'accord? Il faut le mettre sur toutes les pages du site. Ça, c'est ce qu'on appelle installer Google Analytics. Et en fait, quand on fait... Manuellement, il faut la rajouter dans chaque page du site. C'est une solution. C'est une solution. Mais par exemple, si on a un site WordPress, en général, on met un plugin et puis on met juste l'identifiant, puis le plugin s'occupe de le mettre sur toutes les pages. Merci pour la réponse. Voilà. Mais, si vous voulez utiliser Google Optimize, il va falloir modifier ce code. Il va falloir modifier le code de suivi et rajouter quelque chose. Alors, je crois que je le mets un peu plus loin. En fait, c'est petit, je suis désolé. Mais encore une fois, c'est filmé, les slides vont être partagés. Vous pourrez retrouver tout ça sans problème. Là, il vous donne le code Analytics avec en rouge la modification qu'il faut faire. Donc, vous voyez, il faut rajouter l'identifiant Google Optimize dans le code qui aura été mis sur le site. Ça, c'est ce que recommande Google. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt de passer par Google Tag Manager. Moi, je ne vis que par ça. Tag Manager simplifie tellement de choses pour tout ce qui est tracking. Et en 2019, il ne faut pas penser autrement. Donc c'est pour ça vraiment, moi je recommande l'autre manière, c'est d'installer Optimize par Google Tag Manager. Là c'est petit, vous ne voyez pas grand chose, mais en fait ce que j'ai fait ici, je vous ai mis une copie d'écran de comment on le paramètre exactement, et c'est extrêmement simple. Il y a peut-être juste un détail, alors c'est peut-être un peu technique, c'est un petit détail, mais ça a de l'importance, je vous le dis quand même, ça parlera peut-être à certains. Étant donné que c'est un outil d'A/B testing qui vient en surcouche, c'est-à-dire que les gens chargent la page d'origine et au fur et à mesure où les scripts se chargent, lui il se charge à Optimize et il se dit « Ah, c'est une page sur laquelle il y a une variante ». Donc il va charger la variante. Mais selon comment c'est mis en place, on peut avoir un effet de flickering, comme disent les Américains, c'est l'effet papillon je crois, où on voit la variante d'origine une demi-seconde, et on voit la variante ensuite, et ça c'est troublant, c'est vraiment troublant pour l'internaute, et c'est quelque chose qu'on veut éviter. Donc l'installation de Google Tag Manager, elle doit se faire d'une manière spécifique, c'est-à-dire que le code de Google Tag Manager doit être le plus haut possible dans les balises head. En fait, quand vous installez Google Tag Manager, il vous dit, voici le code à installer sur toutes les pages de votre site, comme sur Google Analytics. Et il vous dit, vous devez installer ce code-là dans la partie head. C'est des balises HTML, d'accord ? Si vous ne comprenez pas et que vous avez des gens qui vous font ça, c'est très bien. C'est pour les autres que je parle éventuellement. Vous devez mettre le plus haut possible de manière à ce que ça se charge le plus vite possible et que les gens n'aient pas l'effet flickering. Voilà, c'est tout. J'ai pas perdu trop de monde. Dans la séquence de tag, Ouais. j'ai pas vu que c'était marqué, tu mets quoi? Tu mets le suivi de base analytique? Ouais, exactement. L'idée, si tu veux, c'est, je sais plus où c'est. J'ai mis un séquençage de manière à ce que l'analytics, j'ai mis une priorité pour être sûr que c'est le tout premier qui va se déclencher dès que le GTM il est chargé.
Et immédiatement dans la foulée, dès que celui-là est déclenché, je déclenche Optimize pour m'assurer justement de la rapidité d'exécution, que ce soit les tags les premiers chargés et qu'on n'ait pas cet effet flickering. Et ça marche très très bien. Et c'est parce que la plupart des gens ne sont pas forcément avertis, ils vont installer le Tag Manager tout au bas du head et donc ça met un temps fou à charger et donc ça fait de l'effet flickering. C'est pour ça que Google déconseille cette méthode-là. Mais si on est conscient qu'il faut juste installer ça le plus haut possible, c'est la meilleure façon de faire, sans problème. Si tu as depuis Tag Manager, t'as installé d'autres séquences de tags qui Ouais. avant, ça foire. Non, il suffit d'être organisé et de mettre des séquences comme il faut. Mais dans l'idée, ton analytics doit être déclenché en premier et immédiatement après ce truc-là. Parce que on rentre un peu dans le détail, je ferme la parenthèse très vite, mais tout ce qui passe dans GTM, c'est chargé en asynchrone. Et on sait qu'il y a cette histoire de course, on sait qu'ils vont se déclencher tous à ce moment-là, mais on ne sait jamais lesquels sont déclenchés en premier et on ne peut pas savoir. Avec le système de priorité et de séquençage des balises, on s'assure de mettre la priorité maximum à l'analytics, c'est lui qui partira en premier immédiatement derrière celui-là, comme ça on n'a pas de flickering, et après tu déclenches le reste. Fin de parenthèse. Oui. S'assurer qu'un même visiteur qui revient plusieurs fois sur le site, il a toujours la même version. Alors, c'est quelque chose qui est géré automatiquement par Optimize. C'est pour ça qu'il a besoin du cookie. Pour savoir et différencier les gens qui ont déjà vu l'expérience de ceux qui ne l'ont pas. Et le truc, c'est que, évidemment, quand la personne elle a le cookie et qu'elle a déjà vu l'expérimentation, elle a vu une des deux variantes, si elle revient, on veut qu'elle voit la même. C'est évident. Après, c'est aussi la faiblesse des cookies, c'est que celui qui vient sur un navigateur normal, il voit une version, puis il revient en mode privé, il voit l'autre version. Et puis s'il a cleané ses cookies entre-temps, il est susceptible... Voilà. Tout ce qui est lié aux cookies, c'est perfectible. On espère qu'ils vont trouver des meilleures façons de faire. De toute façon, ça doit être en réflexion, forcément. Mais oui, c'est un comportement par défaut, c'est géré. Quelqu'un qui revient, il verra la même chose, dans la limite où il n'a pas viré ses cookies. Et où il revient sur le même appareil et navigateur. C'est aussi pour ça, là je remonte un peu à un niveau stratégique, c'est aussi pour ça que par défaut une expérimentation sur Optimize, elle dure 3 mois. On estime, et ça c'est des données qui datent de, ça doit être 2012 ou 2013, on estimait qu'il y avait à peu près 15% de déperdition de cookies par mois. Ça veut dire que si l'expérience elle dure 3 mois, on est à 45-50% de déperdition de cookies. Moi, je pense qu'avec toutes les régulations, tout ce qu'on parle de cookies, etc., les adblocks, je pense qu'aujourd'hui, on est à plus que ça. Et je pense que des expériences qui vont durer plus de 2 mois, c'est dangereux d'un point de vue fiabilité. Parce qu'entre-temps, les gens ont vidé les cookies, etc. Donc, essayez, tant que possible, d'avoir des expérimentations qui ne durent pas trop longtemps pour éviter d'être biaisés par ces systèmes de cookies où les gens les changent. C'est juste un conseil. Quelle heure il est? On est bien. Ok. Juste pour en revenir, parce qu'il y a un endroit où c'était pas très clair. Donc tout à l'heure, quand on a associé l'analytics, on a pris une pop-up. C'est ce qu'elle nous disait. C'est ce que moi, je n'ai pas vu par rapport à la manière dont j'ai fait la formation. Donc, admettons que vous ayez associé l'analytics. On revient juste 2-3 étapes avant. Une fois que vous avez associé Analytics, Google vous propose ça. Et on reprend ce qu'on vient de voir, d'accord? Soit vous mettez ça sur votre site, soit vous avez déjà un Analytics, vous avez juste ça à ajouter. Soit vous passez par Tag Manager, c'est ce que je vous ai montré avant. Et la configuration, je vous la partage volontiers. On trouve où notre container Google Optimize, le container ID? Alors, le container ID, il est là. Ok, puis si on a fermé ces fenêtres. Alors, si on a fermé cette fenêtre-là, on retourne dans Optimize. Et en fait, ici, on va pouvoir installer Optimize. On clique dessus et ça nous rouvre cette fameuse pop-up. Et donc, l'ID, il est là. Et puis, au-delà de ça, si je reviens un peu en arrière et que je vais dans mon compte, tu le trouves ici, tu vois, l'ID de ton container, il est là aussi. Donc là, c'est vraiment quand tu es dans optimizegoogle.com, là, tu as tous tes comptes, tous tes trucs, et tu vois que chaque container a son ID spécifique. Oui? Ça veut dire qu'il faut changer à chaque fois pour créer une expérimentation?
Non. Non. Tu modifies le code Analytics de ton site une fois, au début, quand tu crées ta première expérimentation, et c'est tout ce que tu as à faire. Donc soit tu modifies le code, soit tu passes par GTM, mais tu le fais une fois au début, après tu es tranquille. Toutes les expérimentations que tu testeras, ça fonctionnera. D'autres questions? Non? Vous avez faim? Alors. Ok, tout ça pourquoi? Ça fait un moment qu'on en parle. Tout ça pour lancer l'expérimentation, d'accord? On a envie de la lancer, on a fait plein de trucs, il ne s'est rien passé, ça y est, il faut la lancer maintenant. Donc, moi le bouton il est grisé, je ne peux pas le faire ici. Je crois que j'ai pas honte à moi, je crois que j'ai plus Optimize sur mon site, peu importe la raison. Mais dans l'idée, quand vous avez tout bien installé, tout bien paramétré, etc., et qu'Optimize il est installé, tout ce qu'on vient de faire, ici le bouton, vous pouvez cliquer dessus pour démarrer l'expérimentation. Là je repasse sur les slides, vous voyez ici il n'est pas grisé. Donc on démarre, et puis ensuite une fois qu'on a démarré, la page se recharge et il vous dit ok, super, c'est en cours d'exécution. Débuter telle date, expiration programmée telle date. Donc là on est à 90 jours plus loin. Et puis on peut le terminer de manière anticipée. D'accord? Donc là ça y est. On a tout paramétré, on a lancé notre première expérimentation, installée sur le site, etc. Bravo. Cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, il se passe plusieurs choses. L'expérimentation est en cours, et puis on peut être curieux, et puis se dire, bah, tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Après tout, on vient de lancer ça, on est curieux, c'est normal de vouloir aller voir ce que ça donne. Donc, on rentre dans l'expérimentation qui est en route, d'accord? Et puis là, on va pouvoir aller regarder le rapport, d'accord? Par défaut, quand on ouvre une expérimentation, on est sur le détail, et on a aussi cet onglet de rapport. Donc on va pouvoir cliquer sur le rapport. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'est vide, puisque j'ai fait ça hier soir, le test venait d'être lancé, mais en fait, au fur et à mesure où il y a de la donnée qui remonte, où les gens voient les différentes variantes, vous avez ici la variante d'origine, la variante 1, variante 2, 3, 4, s'il y en a d'autres. Et puis là, vous voyez les indicateurs que vous avez définis pour l'expérimentation. Puis vous voyez finalement, bah ok, la variante d'origine, elle en a fait 5 ici, 3 là, 2, 1. Et puis la variante d'en bas, bah, elle en a fait le double ici, le triple ici. Donc vous vous donnez déjà une première idée des résultats que ça génère. D'accord? Ça vous permet de voir en cours de route. Maintenant, il y a un truc sur lequel il faut que je vous mette en garde. Vous ne pouvez pas décider, même si les résultats paraissent fous, même si vous avez l'impression de faire 10 fois plus dans les 5 premiers jours, vous ne devez pas arrêter en vous disant que c'est acquis. Il y a un concept qui est fondamental quand on fait du test, c'est ce qu'on appelle la signifiance statistique. C'est-à-dire qu'il faut un volume de données conséquent, spécifique, pour pouvoir décider qu'un test, c'est un succès ou pas. En l'occurrence, c'est pour ça que même je vous recommande de ne pas venir regarder ça en cours de route. Vous attendez que votre test soit fini ou que vous ayez atteint le nombre de visites pour chacune des variantes pour vous dire, ok, c'est statistiquement significatif, je peux arrêter maintenant si j'ai envie. Parce que comme je vous l'ai dit, plus on arrête tôt, moins on est biaisé par la perte des cookies. Donc c'est mieux d'arrêter plus tôt, à condition que ce soit statistiquement significatif. Tout ça pour résumer, ne venez pas regarder en cours de route. Vous pouvez, mais ne venez pas. Laissez faire. Vous avez la possibilité aussi de voir le rapport dans l'Analytics. D'accord ? Il y a un rapport dédié spécifique. Donc si vous cliquez ici, vous pouvez voir en cours de route. Ça vous ouvre une autre fenêtre Analytics. C'est un truc que vous pouvez tout à fait retrouver dans votre compte Analytics à tout instant. Ça se passe dans le comportement, dans les tests. Et là, on se retrouve avec, voilà, variante d'origine, variante qu'on a modifiée, et on va retrouver, vous voyez, la différence, les conversions, etc. Et on va pouvoir ajouter des segments au-dessus. Donc, on a d'un côté un rapport avec des données dans Optimize, et de l'autre côté, dans l'Analytics, on a des données similaires, mais encore plus segmentables et plus intéressantes. Donc, voilà. On est même capable de faire des... ça, c'est assez nouveau aussi. Du fait que maintenant, il y a un identifiant pour chacun des tests, on peut passer ça chez Analytics et faire des dashboards personnalisés en fonction
des expérimentations et comparer le comportement des gens qui ont vu l'expérience par rapport aux gens qui n'ont pas vu l'expérience, bien au-delà de la page. Enfin bref, ça c'est assez avancé, je ne peux pas rentrer trop dans le détail maintenant là-dessus. Mais sachez qu'on peut vraiment analyser très très finement le comportement des gens en fonction qu'ils aient vu la variante ou qu'ils ne l'aient pas vue. Ok ? Qu'est-ce qui se passe quand on veut voir les résultats d'une expérimentation qui est terminée ? Eh bien, ça se passe toujours au même endroit, toujours dans la création de rapports. Alors maintenant, c'est pareil, c'est assez nouveau, ils ont mis en place ça il y a 2-3 mois. On est alerté par email. Dès qu'une expérimentation est terminée ou qu'il y a un vainqueur, d'accord ? Google nous envoie un mail et nous dit « Ok, on a trouvé une des variantes qui est la meilleure, ça y est, tu peux arrêter ton test et tu peux déployer ça. » Donc, quand c'est le cas, on a un truc comme ça. Nous avons clairement identifié une variante optimale. Et puis, il nous dit, voilà, probabilité. Donc là, on est à 96%. C'est un outil qui teste à 95%. En dessous de 95% de fiabilité, il ne dit pas que c'est gagnant ou perdant. Il ne dit rien. D'accord ? Donc, il faut qu'on soit au-dessus de 95%. Et puis, voilà, il nous dit, OK, bah ça, c'est ta variante qui a gagné. D'accord ? Si jamais on venait à avoir une variante qui n'a pas gagné, ça arrive la plupart du temps, qu'on soit clair. La plupart des tests qu'on fait, il n'y a pas de gagnant. À moins de faire des tests extrêmes, et encore, ça arrive souvent. Ce n'est pas assez significatif, la différence, elle n'est pas assez significative. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on lance un test, on progresse. C'est faux. Il faut en lancer beaucoup parce qu'il y en a plein qui ne donnent rien. C'est normal. D'accord ? J'espère que je ne vous casse pas le moral, mais c'est la vérité. Bref, donc s'il n'y a pas de gagnant, il vous le dit. Il n'y a pas de gagnant. Ok, tu refais un test, même joueur joue encore. Ça c'est pareil, c'est assez nouveau. Je vous parlais de personnalisation tout à l'heure. Maintenant, quand vous avez une variante qui est vainqueur, qui est meilleure, c'est statistiquement significatif, c'est sûr, on a la possibilité de la déployer. La déployer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient une personnalisation. Ça veut dire que 100% du temps, la version vainqueur est vue par tout le monde. C'est ce que je vous expliquais au début. Ça, c'est relativement nouveau, ce n'était pas le cas avant. Maintenant, il y a cette fonctionnalité et c'est là où la personnalisation fait le patch entre le moment où on sait que c'est cette variante-là qui a gagné, le brief qu'on donne à l'agence digitale ou au développeur, lui qui a développé la page en question et modifié la page en question, et à ce moment-là, on dégage la personnalisation et on passe sur la page vraie du site, qui est la même que la personnalisation. Et je vous explique pourquoi il faut raisonner comme ça, parce que, je crois que ça doit être la slide après, on est limité. Google Optimize, c'est un produit gratuit, mais c'est aussi un produit payant. D'accord ? Google Optimize 360, c'est un produit qui est payant, et c'est un produit qui est plus ou moins illimité. Donc, on peut faire autant de tests qu'on veut, autant de personnalisation. Et puis, le gros avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser les audiences analytiques. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais, on est limité, certes, mais on a quand même de la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on peut faire 5 tests en même temps. Et on va pouvoir avoir 10 personnalisations en même temps. Donc, en fait, c'est un process, c'est un système. D'accord ? Je mets en place un test. Je détermine un gagnant. Quand j'ai le gagnant, immédiatement, je l'applique. Parce que si je ne l'applique pas tout de suite, je perds. Forcément, il est gagnant. Donc, je perds en conversion, je perds en performance. Je l'applique immédiatement. J'envoie le brief au développeur ou à l'agence digitale. Dès qu'elle a mis en place la même chose que la personnalisation sur la page réelle, je tue la personnalisation et je récupère un emplacement disponible. D'accord ? On est limité. Donc, les places sont chères et on veut tester régulièrement et personnaliser. Donc, systématiquement, un rentre, un doit sortir. OK ? Alors, quel test effectuer? Là, c'est pareil. Là, on sort complètement de l'outil, mais c'est important. La plupart des novices, c'est devenu un mythe. J'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais va savoir. Ils vont tester la couleur du bouton. Est-ce que si le bouton il est orange, j'ai lu sur un site qui disait les 100 meilleures astuces pour augmenter ton taux de conversion, il disait que le bouton il doit être orange. Est-ce que c'est le meilleur test à faire? Pas sûr. Sûr que non, même. Il faut tester des choses qui ont de l'importance. D'accord ? Des choses qui ont de l'importance. La proposition de valeur, c'est quelque chose qui fait partie des éléments les plus importants sur une page, sur un site web. La proposition de valeur, c'est quoi? C'est ce qu'on vous dit tout de suite. Chez nous, tu vas trouver ça et on est meilleur que les autres parce que ça.
D'accord? C'est très schématisé, mais c'est ça. Globalement, en 5 secondes, je dois arriver sur un site et comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Comment on peut être plus clair? Comment on peut être plus orienté bénéfice? Comment on peut mieux peindre le tableau avant-après émotionnel? Là, on rentre un peu dans la psychologie. Quelque chose de passionnant. On pourrait faire des journées si vous voulez. Qu'est-ce que les gens veulent? Les gens, ils ne veulent pas acheter des produits ou des services. Et je dis les gens, mais c'est nous tous. D'accord? On ne veut pas acheter des produits ou des services. On n'a rien à foutre d'acheter un Mac ou d'acheter un machin. Ce qu'on veut, c'est une solution. On a un problème, on est dans un état émotionnel problématique maintenant, et on veut un état émotionnel après. Et en fait, le produit ou le service qu'on vend, c'est la passerelle, c'est le pont. D'accord? Ce qui vend, c'est pas de montrer le produit. Alors bien sûr, on doit montrer le produit, mais ce n'est pas le plus important. C'est de peindre le tableau de l'après. D'accord? On est des bestioles émotionnelles. On décide émotionnellement et on rationalise toutes nos décisions après. D'accord? On se croit tous rationnels, mais on est purement émotionnel. Il ne faut pas se leurrer. Donc, si je commence par appuyer sur la galère émotionnelle dans laquelle le client il est, je mets le doigt puis j'appuie un peu là où ça fait mal, et puis je lui dis, tu vois, tu pourrais être comme ça. Tu pourrais ne plus être en galère et tu pourrais gagner 1 heure ou 2 heures de temps par jour. Ou tu pourrais, j'en sais rien, peu importe. Il faut toujours comprendre l'avant-après et que notre produit ou service, c'est un truc qui est au milieu, simplement. Ce n'est pas une fin. Les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils veulent ce qu'il y a après. Donc, il faut vendre la finalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme test qui peut avoir de l'impact? Ça. Voilà. Ça peut avoir de l'impact. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que je suis assez orienté client? Est-ce que je peux mieux peindre le tableau avant-après? Je vous donne un exemple. C'est un exemple tout bête. Je fais régulièrement des tests, moi aussi, sur mon site. J'ai mis ça en place. Déléguer à une personne de confiance qui se rémunère au succès. Délestez-vous et avancez sereinement sur tout le reste. Ça, c'est hyper émotionnel. Plusieurs fois, les clients, je les ai eu au téléphone, ils me disaient « Ouais, ce qui est top avec toi, c'est que on peut avancer sur le reste. Ça, c'est un souci qui sort de la tête. » Ça revient régulièrement, pas dit forcément avec les mêmes mots. À un moment, je me suis dit, putain, mais s'ils me disent ça, il faut absolument que ce soit là-dessus. Et du coup, après, je teste et je regarde le taux de conversion en fonction des éléments. Voilà, ça, c'est un test qui a du sens. Vous voyez? Plutôt que la couleur du bouton. On s'en fout de la couleur du bouton. La seule chose, c'est qu'il doit contraster et qu'il doit être visible. Le reste, on s'en fout. Même s'il y a des significations pour les émotions, les couleurs, etc. Après, là, on rentre dans une démarche de branding. Mais tester la proposition de valeur, ça a plus d'impact. Ensuite, et je crois qu'on est bientôt au bout. Essayez de réduire la friction, d'accord? Vous faites venir des gens sur votre site et vous voulez qu'ils accomplissent certaines actions. C'est le but du jeu. Je fais du e-commerce, je veux que les gens ils achètent. Je fais de la génération de prospects, je veux que les gens ils remplissent un formulaire. Le truc, c'est que ça génère de la friction pour les utilisateurs. On leur demande quelque chose et c'est de la friction. Comment on peut rendre ça plus simple, plus rapide? Un des trucs les plus connus, c'est généralement éliminer, par exemple, d'un champ de formulaire tous les champs inutiles. C'est plutôt que de demander le titre, monsieur, madame, mademoiselle, le nom, le prénom, eh ben, on s'en fout de monsieur, madame, mademoiselle, et le nom, prénom, on en fait un seul truc, et puis après, c'est des calculations en back-end du site qui vont segmenter et envoyer dans la base de données si c'est nécessaire. Mais d'un seul coup, on passe de 3 champs à un seul et c'est beaucoup plus simple. Vous voyez, on peut autoriser l'autocomplétion, il y a plein de moyens de réduire la friction. Après, c'est des tests, encore une fois. Mais ça tombe bien, on est là dans un outil de test, alors c'est fait pour ça. Ensuite, motivation. Comment est-ce qu'on peut essayer d'augmenter la motivation des visiteurs? Faut pas se leurrer, c'est la motivation qui incite les gens à l'action. Émotion, motivation. Comment on fait pour les motiver encore plus? Ça, c'est une réflexion qui est intéressante. Étudiez les clients, parlez-leur, posez des questions, faites des enquêtes, récoltez leurs mots. Et une fois que vous avez tout ça, vous commencez à modifier ce que vous avez mis sur votre site qui, à la base, c'est ce que vous aviez dans la tête, et vous remplacez pas ça par les mots des clients et leur motivation. Est-ce que vous avez découvert? Impact garanti. La pertinence. J'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses. La pertinence, c'est clé. La pertinence, c'est clé. D'accord? La pertinence, c'est clé. Donc, par rapport à la source du trafic, au lieu de consultation, est-ce qu'il est à Genève, est-ce qu'il est à Lausanne, l'appareil de connexion, comment est-ce qu'on pourrait rendre une expérience plus pertinente pour eux? Et dernier point, le call to action. Donc le call to action, moi sur ma page, là, c'est un téléphone.
Mais peut-être que si je faisais du display auprès d'audiences qui ne me connaissent pas du tout, bah, je pourrais leur proposer plutôt un livre blanc. C'est moins engageant. Téléphone, c'est hyper engageant quand même. Ça veut dire qu'il faut m'appeler, ça veut dire que j'ai le numéro de téléphone, que peut-être je vais les harceler, les appeler tard le soir. On ne sait pas. On peut avoir peur de ça. Souvent, on a peur de donner un numéro de téléphone en se disant « Putain, ils ne vont pas me lâcher, ils vont m'appeler sans arrêt. » Et ben, peut-être que sur des audiences qui ne me connaissent pas, je vais leur proposer un livre blanc, les 10 meilleurs trucs pour optimiser ton compte Google Ads et doubler tes ventes demain. Bah là, tout de suite, il n'y a pas de contact, ils ont juste à donner un email, donc je vais augmenter mon taux de conversion. Puis après, je les mets dans une boucle d'emailing, et puis je les recible et je les travaille au corps à corps sur de l'emailing en leur donnant de la valeur, et puis ensuite, ils m'appelleront. Vous voyez ce que je veux dire? En fonction de la source de trafic, les gens n'ont pas tous la même température. Si je fais du ciblage pour amener des gens sur mon site, c'est des gens qui ont déjà lu 5 de mes articles et vu 3 de mes vidéos, ceux-là, ils sont chauds, je peux leur demander de m'appeler, ils m'appelleront. Celui qui ne me connaît pas, il ne m'appellera pas. Vous voyez? Donc le call to action, c'est un truc aussi qui est intéressant à tester. Et dernier point, la rassurance. En fait, comment dire? Dans chaque transaction, il y a une part de risque. D'accord? Quand on doit donner un email, quand on doit faire un achat, quand on doit... Toujours, il y a une certaine part de risque. Comment on peut combler ce risque en donnant des garanties? Et puis des garanties, il peut y en avoir plein de types de garanties différentes. Alors du coup, bah, il faut tester, c'est toujours pareil. Testons différentes garanties. Après, on peut ajouter aussi du social proof. Par exemple, si j'ai mon formulaire de génération de prospects, c'est l'endroit où il y a de la friction. C'est là où il y a la plus de friction sur ma page. Bah, peut-être que si à côté, je mets un témoignage de quelqu'un qui dit à quel point on est merveilleux, à quel point il est content, je vais augmenter les conversions. C'est quasiment sûr. C'est à tester, parce qu'il n'y a rien qui est jamais sûr, mais c'est quasiment sûr. C'est ce qu'on voit à chaque fois. Là où il y a de la friction, on va ajouter des éléments de rassurance et de la garantie. D'accord? L'endorsement d'un expert, bah, c'est pareil, j'en sais rien. Admettons que je vends un produit A et puis qu'il y a un expert, il est mondialement connu et puis qui dit que mes produits ils sont top. Je peux vous garantir que si je mets ça tout près du bouton acheter, je vais augmenter les ventes aussi et les ajouts au panier, vous voyez? Donc tout ça, c'est des bonnes choses à tester plutôt que la couleur des boutons. Et voilà.